Bonjour à toutes et à tous. Merci à toutes celles et à tous ceux qui se sont déplacés jusqu'ici à TBS malgré la chaleur pour venir réfléchir et débattre ensemble. Et aussi merci à toutes celles et à tous ceux qui se sont connectés parfois de très loin donc pour suivre cette conférence et ce débat. Donc Jacques Attali, bonjour. Bonjour. C'est peu de dire que je suis heureux, que nous sommes extrêmement heureux de vous accueillir cet après-midi, même si ça reste un peu encore virtuel. Et c'est peu de dire que le GREP est très honoré que vous ayez accepté de donner une conférence dans le cadre de notre association. À ce sujet, le GREP a décidé de vous décerner un prix qui est un peu un prix en chocolat, mais enfin tout de même. Ça tombe bien, j'adore le chocolat. Super. C'est le prix du conférencier qui a été le plus rapide à répondre positivement, puisque quand je vous ai envoyé un mail, à tout hasard, vous demandant si vous seriez prêt à donner une conférence dans le cadre du GREP, j'ai reçu, à mon grand étonnement, 5 minutes après, une réponse de votre part qui disait « Oui, avec plaisir, prenez contact avec mon assistante ». Donc pour cela, un grand merci à vous. Alors Jacques Attali, je pense qu'il n'est pas nécessaire de vous présenter longuement. Vous êtes connu comme essayiste, comme romancier, éditorialiste, enseignant. Mais peu de gens savent que vous êtes à l'occasion chef d'orchestre. Vous avez écrit plus de 80 livres. Vous avez confondé des institutions internationales comme Action contre la faim ou Positive Planète qui a soutenu des millions de micro-entrepreneurs dans le monde entier. Vous avez été conseiller spécial de François Mitterrand. Sous Nicolas Sarkozy, vous avez dirigé la Commission pour la libération de la croissance française, ce qui vous a valu et vous vaut encore de nombreux reproches. Mais ce n'est pas pour cela que nous vous avons invité, c'est pour une seule et unique raison, c'est que vous êtes un des rares intellectuels qui, en France, systématiquement cherchent à voir, à raisonner, à penser large et loin. Large, parce que vous, systématiquement, vous pensez à l'échelle planétaire, et loin, parce que votre regard porte loin dans le passé, et aussi loin que possible dans l'avenir. Vous nous avez dit que votre intervention durerait de l'ordre de 30 minutes, donc vous avez carte blanche. Pour le débat avec la salle qui suivra, nous avons imaginé avec mes collègues qui sont organisés autour de 4 thèmes. Le premier thème, le devenir de l'éducation. Ensuite, la crise climatique en cours. Troisième thème, le besoin de gouvernance mondiale. Et enfin, un quatrième thème un peu particulier, plus personnel, Jacques Attali, l'intellectuel et l'homme. Chaque thème aura son animateur et bénéficiera d'un créneau de l'ordre de 10 à 15 minutes, au cours duquel nous recueillerons 3-4 questions de la salle, auxquelles vous pourrez répondre, si vous le voulez, de façon groupée. Voilà, mais j'ai trop parlé, maintenant, je vous laisse la parole. Écoutez, c'est moi qui vous remercie de m'avoir invité, c'est moi qui vous remercie d'être là, en effet, dans cette journée chaude, très chaude, beaucoup trop chaude. C'est moi qui vous remercie de m'avoir ainsi donné la parole. Et je vais essayer peut-être dans une demi-heure de vous présenter quelques lignes directrices de l'état actuel de ma pensée, qui est d'ailleurs résumée dans un récent livre dans lequel j'essayais de faire la synthèse de mes idées sur l'avenir. Et puis, en effet, je suis surtout intéressé par vos questions et par un dialogue avec vous qui me permettra aussi d'apprendre, puisque j'ai toujours pensé que c'est en parlant et en discutant avec ceux que j'ai le privilège de croiser que je vois surgir des idées nouvelles. Je pense que nous sommes aujourd'hui à un moment très particulier de l'histoire humaine, d'abord extrêmement particulier parce que c'est le moment où nous vivons. Et par nature, le moment où nous vivons, il est très particulier parce que c'est le nôtre.
Mais plus largement que cela, c'est un moment particulier parce que nous approchons d'un moment irréversible où, si nous ne prenons pas véritablement les problèmes planétaires à leur bonne échelle, c'est-à-dire planétaire, nous courons à tout droit vers, non pas la catastrophe, mais vers le précipice. Or, il y a extrêmement peu de chances que nous prenions véritablement le problème au bon moment avec la bonne ampleur. Je ne suis pas ici un pessimiste, je ne suis pas non plus un optimiste, mais si j'avais à prendre une métaphore liée à quelque chose qui nous est cher en ce moment, c'est-à-dire le rugby, je dirais que je ne suis ni optimiste ni pessimiste pour l'équipe de France. C'est une attitude de spectateur, mais un joueur de cette équipe n'a pas ni à être optimiste ni à être pessimiste, il doit gagner le match. Et nous sommes en situation d'être non pas des spectateurs du match dont je vais parler, mais des acteurs. Et être optimiste ou pessimiste, c'est une attitude de spectateur, donc de perdant, ou de quelqu'un qui ne pense pas qu'il a un rôle à jouer dans ce qui vient. Ce qui rend ce match particulièrement difficile, c'est que l'adversaire, c'est pas l'Italie comme cette semaine ou la semaine prochaine, ni d'autres si nous passons plus loin, c'est nous-mêmes. Nous jouons contre nous-mêmes et c'est nous-mêmes que nous devons apprendre à battre, c'est-à-dire les mauvais côtés de nous-mêmes, ce qui rend les choses particulièrement difficiles. En quoi la situation actuelle est-elle si particulière? Elle est particulière parce que, d'abord, à l'échelle globale, nous n'avons plus de puissance dominante. On peut beaucoup reprocher aux puissances dominantes, quelles qu'elles aient été depuis l'Empire romain. On peut au moins leur reconnaître un rôle, c'est celui de mettre de l'ordre ou un certain ordre dans un système global. Et il y a eu successivement des puissances dominantes. Pour faire court, j'ai montré dans ce récent livre et dans plusieurs de mes livres qu'il y a eu depuis 1000 ans dans le système capitaliste qu'on peut appeler marchand ou comme on voudra, il y a eu 9 puissances dominantes qui étaient 9 villes, 9 ports qui ont structuré le système capitaliste autour d'eux ou autour d'elles et à chaque fois à l'occasion d'une évolution qui est passée par une crise qui a duré entre 10 et 15 ans ou 20 ans et qui a entraîné un basculement vers un autre centre de pouvoir, un autre cœur, ainsi qu'on les appelle, et un autre avec d'autres technologies dominantes, d'autres monnaies dominantes, d'autres idéologies dominantes, d'autres élites dominantes. Ces 9 cœurs, je les rappelle très rapidement, même si ce n'est pas le cœur de mon sujet d'aujourd'hui, ont été dans l'ordre Bruges, Venise, Anvers, Gênes, Amsterdam, Londres, Boston, New York, puis la Californie. Et aujourd'hui, nous sommes dans une crise de cette 9e forme, de ce 9e cœur, et cette crise se traduit par une incertitude sur le prochain. Pour faire court et pour avancer dans mon exposé, je dirais qu'il n'y aura pas, à mon point de vue, de 10e cœur, au sens où l'idée qu'un cœur nouveau apparaisse soit pour la 4e fois aux États-Unis, après Boston, New York et la Californie, soit ailleurs, en Chine par exemple, que tout le monde voit ou désigne comme la puissance dominante à venir, me paraît impossible. Nous sommes maintenant 8 milliards d'habitants sur la planète. Plus aucun pays n'est en situation, ni économiquement, ni idéologiquement, ni militairement, de dominer le reste du monde. Les États-Unis resteront une très grande puissance relative, plus grande puissance militaire, encore pendant au moins 30 ans, mais n'auront pas les moyens de dominer la planète, d'autant plus que les technologies vont avoir une dimension décentralisatrice majeure et feront réduire très largement, contrairement à ce qu'on croit, le rôle d'une puissance dominante. En plus, les États-Unis vont être confrontés, sont déjà confrontés à une grave crise financière, à une crise idéologique, à une crise sociale, à une crise écologique, à un grand nombre de difficultés dont on verra évidemment les conséquences très prochainement dans les prochaines élections présidentielles et dans leur caractère surréaliste, parce qu'on peut avoir un ancien président
réélu depuis sa prison, et un ancien président qui aura été en prison pour avoir tenté un coup d'État. Je rappelle que les États-Unis, c'est la seule démocratie qui jusqu'à présent n'a pas connu de dictature. Et ça pourrait ne pas durer plus longtemps. La Chine, elle, dont beaucoup de gens voient qu'elle pourrait devenir la nouvelle puissance dominante, je n'y crois pas. Elle sera une très grande puissance, en particulier locale. Elle a tous les moyens technologiques, économiques, d'être véritablement une puissance importante. Je n'insisterai pas sur ses atouts, mais ses difficultés sont énormes, démographiques, bien sûr. Elle devient vieille avant d'être riche, écologique. Elle n'est pas capable de se nourrir, et moins encore que par le passé. Et plus encore, son idéologie l'amène à vouloir s'assurer par l'extérieur les moyens de sa survie, mais jamais ça n'a été une volonté d'imposer une vision du monde. Au point même qu'en Chine, c'est le modèle occidental qui domine, la conception occidentale qui domine avec la propriété privée, l'individualisme, la famille nucléaire et tout ce qui ressemble à l'Occident. Ce qui renvoie d'ailleurs non pas à la fin de l'Empire hollandais remplacé par l'Empire britannique ou à la fin de l'Empire britannique remplacé par l'Empire américain, mais plutôt à la fin de l'Empire romain où tout le monde était romain, mais l'Empire romain avait disparu. C'est exactement ce qui se passe aujourd'hui dans le monde. L'Occident est en train de dépérir en même temps qu'il s'impose et triomphe sur la planète. On pourrait longuement élaborer là-dessus. Je dirais seulement, pour ce qui concerne l'avenir, que cela signifie qu'il n'y a plus de patron et que nous entrons, comme à la fin du 5e siècle de notre ère, dans une période d'absence de puissance dominante qui n'était pas, entre le 5e et le 11e siècle, une période de chaos, ni une période d'obscurité, ni de barbarie, contrairement à ce qu'on a trop souvent écrit, une période extraordinairement intéressante d'un point de vue intellectuel et musical et littéraire, philosophique, etc. Mais c'est une période où personne n'était la superpuissance. Et c'est ça qui va arriver. Et donc, nous ne sommes pas dans une période où il y aura domination du monde par une puissance, ni même par un G7, ni même par un G20, ni même par un G2 entre la Chine et les États-Unis, mais un G0, personne. Personne, ça veut dire que le monde va être dominé et est déjà de plus en plus dominé par le marché qui s'impose, les technologies qui s'imposent, quelques lambeaux d'instances planétaires qui peuvent prendre des décisions planétaires dans des domaines spécifiques. On le voit encore avec ce qui se passe en ce moment avec la Coupe du monde de rugby, où il y a une instance qui est la Fédération internationale du rugby qui fixe des règles appliquées planétairement, et Dieu sait que ces règles sont sophistiquées, Dieu sait qu'elles évoluent très souvent, mais même quand elles évoluent souvent, elles sont appliquées partout dans le moindre club d'Argentine ou de Samoa au même moment. Alors on pourrait dire que, bien sûr, le rugby ou le football, c'est essentiel et que c'est normal qu'il y ait un gouvernement mondial du rugby ou du football et que c'est quand même plus important cela que la santé, l'éducation ou le climat. Mais il se trouve qu'on a réussi sur le football et le rugby, ce qu'on n'a pas réussi ni sur la santé ni sur l'éducation et qu'on n'est pas prêt de le voir réussir. C'est pourquoi nous allons être confrontés à un grand nombre de problèmes qui devraient avoir en face d'eux des réponses planétaires et qui ne les auront pas. Le premier, je les évoque très rapidement, le premier c'est celui des inégalités et de la concentration des richesses. La théorie économique démontre que, en l'absence de mécanisme de transfert et d'une règle de droit stable, c'est-à-dire qui dit règle de droit dit juge, qui dit juge dit prison, qui dit prison dit policier, à l'échelle planétaire, en l'absence d'une règle de droit stable, la loi du marché entraîne la concentration des richesses. Et c'est ce qui est en train de se produire, se produira de plus en plus à l'échelle planétaire, et se produira en entraînant des conséquences d'inacceptabilité sociale, surtout à un moment où de plus en plus chacun a accès à la connaissance de la vie des autres. Les riches n'étaient tolérés que parce qu'ils se cachaient, ils le savaient bien, et aujourd'hui ils ne peuvent plus se cacher, ils font même trop souvent l'erreur politique de se montrer, de s'exhiber
ce qui ne peut qu'aggraver la colère justifiée des peuples. Donc, premier problème, la concentration des richesses avec le développement des activités criminelles. Deuxième problème, le climat et la dégradation de la nature. Nous ne sommes pas, et vous le vivez, nous le vivons chacun là où nous sommes, à une température qui est erratique. Nous ne sommes pas à 1,5 degré d'augmentation de la température en 2030 ou 2050. La probabilité, à l'heure où nous parlons, c'est au moins 4 degrés de plus, et peut-être 5, 6, 7, sachant que à l'heure où nous parlons, dans certaines régions de la planète, on est à 14 degrés aujourd'hui, au-delà de la norme passée. On ne peut plus parler de norme, mais enfin, en tout cas de l'expérience passée. Et donc, nous sommes dans une période de dérapage dont personne ne sait jusqu'où il peut aller ni à quelle vitesse. Nous pouvons très bien avoir si mal compris les évolutions climatiques que la température l'année prochaine sera encore de 15 degrés au-dessus de ce qu'elle est aujourd'hui, sachant qu'aujourd'hui, elle est à 15 degrés de ce qu'elle était il y a 2 ans. Dans ce cas-là, grande partie de la planète deviendra très vite invivable. Ce n'est pas seulement une question de température, c'est une question d'ouragan. Ce qui s'est passé l'année dernière au Pakistan et au Bangladesh, avec le tiers du pays, le Pakistan, devenu inhabitable pendant 6 mois par les inondations, et une population qui n'ayant nulle part ailleurs où aller, qui est revenue dans les zones inondables, ce qu'on ne permettrait pas en France, où une zone inondable n'est plus habitable, et en tout cas il est interdit d'y revenir. On va se trouver dans une situation où, selon les prévisions les plus diverses des experts les plus variés, on est entre 500 millions et 2 milliards à 3 milliards de personnes qui vont devoir bouger de l'endroit où elles sont, pris dans un piège, puisque la plupart bougeront vers les côtes et que les côtes seront victimes des événements climatiques dont je parlais. Une sorte de piège qui se referme et qui poussera beaucoup de gens du Sud vers le Nord, c'est-à-dire les gens d'Amérique latine vers l'Amérique du Nord. Comme on le voit, il y a d'ailleurs, à l'heure où nous parlons cette semaine, des grands mouvements à la frontière mexico-américaine et des mouvements, comme on le sait, entre la Méditerranée et l'Asie mineure, comme on l'appelait avant, et l'Europe occidentale. Les conséquences du climat, c'est un véritable suicide de la planète. Troisième menace particulièrement lourde, celle portant sur la guerre. Nous vivons en Ukraine quelque chose qui ressemble à la guerre d'Espagne, c'est-à-dire une première alerte sur les armes et l'usage qu'on peut en faire, au point d'ailleurs qu'on voit maintenant ouvertement que les différents pays considèrent l'Ukraine comme un client qui leur permet de justifier le développement de leurs armes. C'est un marché, on peut comprendre de leur point de vue, avec une opposition qui est un pays totalitaire qui ne peut pas tolérer qu'un pays qui lui ressemble soit une démocratie et qui doit l'abattre. Chose qu'on voit se répéter entre la Chine et Taïwan, Taïwan étant l'équivalent aux yeux de la Chine communiste de ce que l'Ukraine est au regard de la Russie poutinienne. Face à cela, il est vraisemblable qu'on va assister à d'autres conflits, celui de Taïwan, de la Chine communiste face à Taïwan. Les Chinois ont dit d'ailleurs explicitement que s'ils n'ont pas avalé pacifiquement Taïwan en 2027, date à laquelle leur armée sera en Asie du Sud-Est supérieure à l'armée américaine, ils le feront d'une façon militaire. Je suis particulièrement inquiet sur ce qui se passe en Corée. La Corée du Nord n'étant pas loin d'avoir et l'arme nucléaire et les moyens de le transporter d'une façon miniaturisée, tant en fusée aérienne qu'en fusée sous-marine. Et quand la Corée du Nord aura cela, personne ne pourra empêcher la Corée du Sud de l'avoir, le Japon de l'avoir, l'Indonésie, l'Australie, les Philippines, l'Iran, l'Arabie Saoudite, l'Afrique du Sud, le Brésil, etc. Et quand on aura dans la décennie qui vient une vingtaine de pays ou une trentaine de pays avec l'arme nucléaire, la probabilité de l'utiliser sera évidemment infiniment plus grande qu'elle ne l'est depuis 50 ans, où elle a été contenue entre les mains de puissances plus ou moins raisonnables. Je ne vais pas gâcher davantage votre après-midi en parlant des armes nouvelles qui sont en train de venir, tant les armes numériques que les armes génétiques, dont les uns et les autres, et biologiques, dont on a vu quelques prolégomènes très récemment dans des attaques cyber et des
maladies qui sont peut-être naturelles, peut-être pas, mais en tout cas ont révélé l'existence de laboratoires qui travaillaient sur un usage militaire des épizooties. Troisième menace, beaucoup plus insidieuse, c'est celle, quatrième dans la liste que je viens de donner, c'est celle de l'artificialisation de la nature et de l'humain. Au fond, l'homme a, depuis les débuts de son histoire, son aventure se résume à ne pas se résigner à devoir répéter la même chose, mais se donner les moyens de faire mieux, ou plutôt de faire la même chose avec moins d'efforts. D'où les pierres taillées, les pierres polies, l'arc, le levier, la roue. Je ne vais pas vous faire la longue liste de tout ce qui est arrivé. Mais toutes ces prothèses ont été ensuite, les prothèses extérieures ont été complétées d'une artificialisation de la nature par l'hybridation des plantes. Ça commence sans doute au moins il y a 12 000 ans, puis l'artificialisation des animaux. Je pense d'ailleurs que l'artificialisation des animaux, c'est-à-dire l'hybridation des espèces animales, se passe légèrement avant l'hybridation des espèces végétales, mais enfin, c'est encore une question débattue par les paléohistoriens, les paléontologues. Et ensuite, cela a continué, et aujourd'hui, on en vient à une poursuite de l'artificialisation de la nature qui réagit sur le climat, on le sait, puisque l'artificialisation de la nature, ça supprime une des mécanismes de captation des gaz à effet de serre que la nature représente, tant la nature terrestre que la nature maritime, et une artificialisation aussi qui vient progressivement de l'espèce humaine pour des bonnes raisons a priori qui sont toutes les prothèses qui augmentent notre durée de vie, qu'il s'agit de prothèses mécaniques, de prothèses numériques, de prothèses biologiques, de prothèses génétiques qui progressivement sont en train de transformer l'homme en un artefact, si tant est que l'homme survit assez longtemps aux autres menaces dont j'ai parlé pour être confronté à cette artificialisation de lui-même qui vient devant nous. Donc il y a devant nous, et à échelon très bref, que je ne pense pas supérieur à 3 décennies, les conditions d'une déflagration épouvantable qui détruirait, sinon la totalité de l'humanité, pas du vivant, car le vivant a toujours survécu à cela, mais de l'humanité, mais en tout cas ramènerait les compteurs à zéro pour beaucoup. C'est pas la première fois qu'on voit ça. Pour ne prendre que des exemples depuis le début du XXe siècle, dès 1900, on savait parfaitement qu'une guerre planétaire menaçait. Beaucoup de gens avaient, dès le début des années 1900, théorisé la nécessité d'une société des nations qui permettrait aux hommes et aux femmes de dialoguer et de régler les conflits d'une façon pacifique. Comme vous savez, on a créé la Société des Nations non pas à la place de la Première Guerre mondiale, mais après la Première Guerre mondiale. De même, on savait parfaitement vers 1925-1930 que la SDN allait échouer. On avait réfléchi à une autre structuration qui serait appelée les Nations Unies. Et comme vous savez, on n'a pas fait les Nations Unies à la place de la Seconde Guerre mondiale, mais après la Seconde Guerre mondiale. Je pense qu'on en est là aujourd'hui. Tout le monde sait ce qu'il faudrait faire, ou presque. Je vais le rappeler maintenant. Et pourtant, je pense qu'il y a très peu de chances qu'on le fasse avant la catastrophe. Ce qu'il y a à faire pour moi se résume à 2 principes très simples. Le premier, un principe politique, le second, sa transcription dans un principe économique. Le principe politique, je reviendrai sur tout ça lorsqu'on parlera d'éducation et de climat sur des sujets plus spécifiques. Le principe spécifique, c'est ne, ne rien faire qui soit contraire à l'intérêt des générations futures. Non pas seulement les générations présentes, les enfants d'aujourd'hui, mais ceux qui ne sont pas encore nés. Et autant que possible, évaluer les conséquences de ce qu'on fait sur ceux qui ne sont pas encore nés pour en tenir compte. Car, et c'est une chose qui n'est pas intuitive mais qui est fondamentale, nous avons intérêt au bien-être de ceux qui ne sont pas encore nés. Je prends souvent cette citation de Marx, je veux dire Groucho Marx, qui disait « Je ne vois pas pourquoi je m'intéresserais aux générations futures, qu'est-ce qu'elles ont fait pour moi ?» Cette citation, la phrase est amusante, mais elle est fausse. Car il est évident que si nous ne faisons rien pour les générations futures, s'il n'y a plus de maternité, d'école maternelle, d'école primaire, d'école secondaire, tous ceux qui sont vivants aujourd'hui se trouveront face à des barbares, de gens qui n'auront plus été à l'école
qui ne seront plus soignés et qui seront des monstres. C'est d'ailleurs ce qui est en train de se passer, on y reviendra sans doute tout à l'heure, avec la dramatique évolution de l'éducation sur une très large partie de la planète. Donc nous avons intérêt, nous vivons aujourd'hui, au bien-être des générations futures. Mais ce n'est pas quelque chose qui est intuitif, et on perd même souvent conscience de l'intérêt que nous avons du bien-être de nos propres enfants, en pensant qu'il appartient à la société de nous payer notre retraite, de leur payer leurs études, et que nous n'avons plus de rôle à jouer là-dedans. Donc cette première condition me paraît à la fois très ambitieuse, devoir être générale, et se résumer à quelque chose qui serait une simple réforme, par exemple en France, de notre Constitution, où on ajouterait un article disant toute décision contraire à l'intérêt des générations futures est inconstitutionnelle. Ce qui va bien au-delà, bien à côté d'ailleurs, du principe de précaution qui a été dévoyé pour rendre plus difficiles les activités de recherche, alors que le principe de précaution ne devrait s'appliquer qu'à une précaution à l'égard d'actions qui auraient des conséquences irréversibles sur la nature humaine, ce qui n'est pas du tout ce que le principe de précaution dans son application actuelle emploie. Et là, ce que j'entends, c'est tout ce qui aurait des conséquences irréversibles sur le long terme. Ça, c'est la première réforme qui a commencé à être mise en place dans certains pays. Par exemple, au Danemark, il y a une troisième chambre qui est le Conseil des générations futures, qui donne son avis en fonction de l'intérêt tel qu'il peut l'évaluer des générations futures et qui influe sur les décisions qui sont prises par le Parlement et le gouvernement. Deuxième principe, l'application du principe dont je viens de parler à l'économie, c'est-à-dire ne favoriser, ne laisser se développer que les activités qui sont utiles aux générations futures et combattre, détruire ou remplacer ou faire évoluer toutes celles qui sont, combattre et détruire toutes celles qui sont contraires à l'intérêt des générations futures et favoriser toutes celles qui sont favorables. Ceux qui sont nuisibles, ne sont pas difficiles à décrire, ce sont toutes celles qui tournent autour de l'usage des énergies fossiles, pétrole, gaz, etc., mais qui vont au-delà de lui-même et de la mobilité, qui vont jusqu'au plastique, la chimie, les vêtements, il y a un grand nombre d'usages qu'on peut en faire. On ne peut pas imaginer qu'on s'en passe totalement, bien sûr, mais on peut imaginer qu'on réduit cela, comme on peut imaginer qu'on réduise et qu'on supprime tous les autres aliments, espèces, activités nocives, en particulier tout ce qui est l'agriculture utilisant des pesticides ou des engrais nitrites qui sont catastrophiques, des sucres artificiels et un grand nombre d'autres activités de drogue. Et si on fait une mesure que je me suis essayé à faire pays par pays et globalement, on s'aperçoit que ces activités, cet ensemble d'activités que j'appelle l'économie de la mort, représente plus de 50% des activités humaines. Et si vous y réfléchissez bien, c'est aussi plus de 50% de votre consommation personnelle. Et si vous y réfléchissez bien, c'est peut-être plus de 50% des métiers qui sont exercés ou qui ont été exercés par ceux qui sont dans cette salle. L'économie de la vie, ce sont toutes les autres activités. Énergie renouvelable, énergie durable, j'y inclus le nucléaire, eau, recyclage, alimentation saine, agriculture saine, éducation, santé, recherche, culture, démocratie, sécurité qui va avec. Tout ça, ça ne représente pas 40 à 45% du PIB. Et si on veut que l'humanité survive, eh bien, il faut développer l'économie de la vie et faire d'une façon extrêmement rapide, bouleverser et réduire l'économie de la mort et la faire transitionner vers l'économie de la vie. Ça suppose des actions considérables à l'échelon global, planétaire, national. Ça suppose d'avoir un vrai plan d'ensemble autour de ça. Ça suppose de dire que le budget va mesurer ce qu'il dépense en économie de la vie et en économie de la mort et organiser cette transition. Ça suppose que chacun d'entre nous, nous faisions le compte de ce que nous faisons. Nous nous demandons si nous travaillons dans l'économie de la vie ou l'économie de la mort, si nous consommons de l'économie de la vie ou de l'économie de la mort, si nous savons ce que notre banquier fait avec l'argent qu'on lui dépose et notre épargne,
s'il l'utilise pour l'économie de la vie ou pour la transition de l'économie de la mort vers l'économie de la vie ou pour l'économie de la mort. Ça suppose une action extrêmement globale qui est à la fois une action qui devrait être planétaire et qui devrait au moins être l'action de chacun d'entre nous. Cela supposerait une mobilisation générale pour aller vite et d'une certaine façon, ça supposerait de se mettre en économie de guerre pour l'économie de la vie. En économie de guerre pour l'économie de la vie. On en est extrêmement loin. Et on en est à débattre de choses absurdes. Par exemple, on parle d'en finir avec le capitalisme. Je veux bien, mais on met quoi à la place? On ne sait pas, puisqu'on reste dans l'économie marchande et que l'économie marchande appartienne à l'État ou à une propriété privée, ça ne change rien sur la nécessité de la rentabilité du capital pour le maintenir. Il faut organiser un sanctuaire où l'économie matérielle, l'économie marchande, qu'elle soit propriété privée ou propriété collective, ça ne change rien, soit limitée à des secteurs très précis et que le reste ne le soit pas touché par cela. On en est à défendre des idées aussi absurdes que la décroissance. La décroissance, on connaît, c'est la récession. Est-ce que la décroissance suffit à régler le problème? Non, bien sûr. Il faut évidemment une décroissance extrêmement forte de l'économie de la mort, mais il faut une croissance extrêmement rapide de l'économie de la vie. Et est-ce qu'au total, la croissance de l'économie de la vie, la transition de l'économie de la mort vers l'économie de la vie, la décroissance de l'économie de la mort auront au total une conséquence d'ensemble qui conduira à une croissance de l'économie d'ensemble ou à une décroissance? Je n'en sais rien et ça n'a pas beaucoup d'importance. J'ai le sentiment que la, la conséquence sera une croissance forte de l'ensemble. Mais pour cela, il faudrait pouvoir régler, et c'est le rôle de l'État, un problème très difficile, c'est qu'à l'heure où nous parlons, l'économie de la mort est beaucoup plus rentable que l'économie de la vie. On le voit bien avec le fait que les entreprises pétrolières d'aujourd'hui, qui avaient sous la pression de beaucoup d'acteurs politiques et associatifs, commencé à développer l'économie, les énergies renouvelables, commencent à se retirer de l'énergie renouvelable parce qu'elles découvrent que les énergies renouvelables sont moins rentables que le pétrole. Et on voit les grandes compagnies pétrolières, que ce soit Total ou les autres, réduire leur part en énergie durable pour recommencer à développer l'énergie pétrolière simplement parce que leurs actionnaires, etc., etc. Donc, le rôle de l'État, par des raisons réglementaires et des mécanismes réglementaires et des mécanismes fiscaux, serait de créer les conditions d'une rentabilité, qu'il s'agisse d'une rentabilité pour l'État, pour une entreprise publique, ou pour les actionnaires privés, pour une entreprise privée, plus élevée de l'économie de la mort que dans l'économie de la vie. On en est très loin. Est-ce que ça serait possible? Oui. J'ai commencé tout à l'heure par citer l'exemple du rugby. Je voudrais terminer ce trop long exposé introductif par quelque chose que j'ai vécu il y a 3 ans et qui m'avait beaucoup marqué. J'étais en Argentine pour le sommet du G20. Et à ce sommet du G20, dans la séance finale, chacun des 20 chefs d'État avait été appelé par le président argentin à faire une conclusion de 5 minutes. Et le président argentin avait prévenu qu'à la fin, il allait donner la parole à quelqu'un pendant 20 minutes, 15 minutes en fait, pour faire un exposé conclusif. Le chef d'État en parlait pendant 5 minutes, la personne en question a parlé pendant 15 minutes, et à la fin de son discours, j'ai vu les chefs d'État faire la queue pour aller se faire dédicacer quelque chose par cette personne qui venait de parler 20 minutes. Je ne vous fais pas deviner, c'était le président de la FIFA, la Fédération internationale de football, auquel les chefs d'État rendaient hommage d'une façon très révérencieuse, qui évidemment, pour la raison que j'ai dit tout à l'heure, est très puissant dans son domaine. J'espère qu'un jour, on aura un gouvernement mondial démocratique capable de régler tous les problèmes dont je viens de parler, qui sinon ne le seront jamais et qui pourront l'être aussi si chacun d'entre nous s'en occupe. Ça ne le sera pas si l'on en reste à quelque chose de limité. Ça le sera si à l'échelle d'un pays comme la France, si avancé, qui a tous les moyens d'être à l'avant-garde, nous donnons l'exemple, et ça n'ira pas et ça ne marchera pas si l'Europe, le continent le plus intégré, ne réussit pas à le faire lui-même, car comment peut-on espérer que le monde fasse ce que l'Europe ne pourrait pas faire? Je vous remercie. Après tout ce que nous venons d'entendre. Est-ce que vous entendez là? C'est bon? Oui, vaguement. Très bien. Je devine, mais ça va aller. Après ce que nous venons d'entendre, il va falloir malgré tout, si on veut suivre un peu
le fil qu'on a déterminé, il va falloir revenir à quelque chose de plus hexagonal. Et le thème de l'éducation est le premier thème que nous avons choisi pour le public et pour les réponses de Jacques Attali. Son avant-dernier livre porte sur l'éducation. La parole est à la salle. Bonsoir, Monsieur Attali. Merci beaucoup pour votre intervention et puis pour votre présence aujourd'hui. Je vais commencer avec une question qui est peut-être un peu générale, mais qui permet de lancer le débat avec vous et avec le reste de la salle. C'est qu'est-ce que vous pensez qui serait le plus vital d'enseigner aux étudiants et aux enfants, même plus généralement partout dans le monde, pour justement parvenir à ce gouvernement mondial démocratique dont vous avez parlé à la fin de votre intervention. Voilà, qu'est-ce qui serait vital à enseigner au niveau mondial pour arriver à ce résultat? Merci. Je pense que le gouvernement mondial ne viendra pas avant un siècle, hein, donc il ne faut pas attendre cela comme quelque chose qui soit une condition sine qua non de la réussite. Je pense qu'il faut enseigner tout ce que je viens de dire, c'est-à-dire l'histoire, c'est-à-dire l'ampleur des problèmes, c'est-à-dire l'importance de la coopération, l'importance de l'empathie, le fait que des projets faits de façon coopérative seront meilleurs que des projets individuels, que l'avidité est suicidaire alors que la coopération est porteuse à la fois de bonheur et de réussite. C'est ce qu'on peut appeler ce que j'appelle l'altruisme intéressé ou la coopération mutuellement bénéfique. Ça s'enseigne par l'enseignement par projet. Il y a deux pays qui sont en avant-garde dans cet enseignement qui étaient d'abord la Finlande, qui reste l'avant-garde, et Singapour, qui était curieusement tout à fait dans une orientation inverse, puisque c'était le modèle extrême de la compétitivité individuelle et de la concurrence, et qui a brusquement changé pour se rallier au modèle finlandais d'un enseignement où il y a beaucoup moins de notation, beaucoup plus de travail en projet, beaucoup plus d'apprentissage, de l'empathie et de l'intérêt. On voit qu'on commence en France à en parler, mais ça fait 25 ans que ça existe dans d'autres pays. Donc, l'enseignement de l'histoire, l'enseignement de la futurologie, la moindre des choses, c'est d'enseigner aux enfants ce qu'on sait de ce que sera le monde quand ils auront 30 ans de plus. Or, on l'enseigne pas. Voilà tout ce que je pense qu'il faut enseigner. Sans oublier, et je n'ai pas eu l'occasion de le dire, mais peut-être le ferai-je sur une autre question, et ce que j'ai évoqué tout à l'heure, c'est que l'éducation est en train de disparaître en Afrique, sauf pour les classes moyennes supérieures. Quand vous avez le Covid qui a empêché les enfants d'aller à l'école pendant 2 ans, plus des classes qui, pour la plupart, ont 100 élèves par classe avec des maîtres qui ne sont pas formés, vous ne formez personne. Ok, donc j'ai une question là. Si quelqu'un veut prendre la parole, il faut lever la main. Voilà. Merci, Monsieur Attali, pour votre exposé. Et dans le prolongement de ce que vous venez de répondre à notre collègue, là, vous connaissez le problème, bien sûr, des inégalités. Quel modèle d'enseignement peut-on imaginer pour venir à bout de la question des responsabilités historiques différenciées sur l'état du monde? Quel type de méthode? Ce n'est pas la futurologie uniquement dont vous avez parlé, ni l'enseignement, je pense, tel qu'il se réalise en Finlande et à Singapour qui peut suffire à ça. Avez-vous une idée pour résoudre cet incroyable problème des responsabilités historiques différenciées dans l'état du monde? C'est un problème qui n'a jamais été réglé nulle part, puisque les sociétés ont toujours été des sociétés de caste, de hiérarchie, de structures qui n'ont jamais été égalitaires. Et ne serait-ce que les inégalités entre sexes, puis les inégalités de propriété du sol, propriété du capital, etc. Je pense qu'on ne peut y arriver que si on parle au niveau de l'école, d'abord de faire en sorte que il y ait une mixité sociale obligatoire. Et une des réformes majeures serait, et c'est difficile, d'inscrire la mixité sociale comme une règle, y compris en ayant l'obligation de développer des transports scolaires qui amèneraient les enfants des beaux quartiers vers les quartiers supposés moins bien et réciproquement.
Au départ, ça serait difficile, ce serait sûrement impopulaire, mais ça aurait, là où c'est fait, ça a des conséquences très positives. La mixité sociale à l'école est clé pour la mutation. Il y a un très bon livre qui vient de paraître il y a quelques jours, qui s'appelle L'avenir confisqué, et qui montre qu'une des grandes raisons des inégalités, c'est le sentiment qu'on peut avoir de ne pas avoir d'influence sur l'avenir, d'où l'importance d'analyser l'avenir, et c'est très important de connaître cette analyse, et, euh, et non seulement de ne pas avoir d'influence soi-même sur l'avenir, de ne pas avoir d'influence sur l'avenir de ses propres enfants. Donc je pense qu'une égalité aussi grande que possible des conditions d'éducation et de mélange social serait important. Il faut rajouter beaucoup d'autres choses, évidemment, une réforme radicale de la fiscalité des héritages, une réforme radicale des transmissions de propriété du capital, toutes choses qui ne se feront pas sans révolution, qui n'auront pas lieu. Oui, je vous remercie par votre exposé. Et tout à l'heure, c'était question de quoi enseigner. Et moi, je suis plutôt préoccupé par comment enseigner. Or, dans plusieurs de vos livres, vous utilisez cette méthode que je la trouve très intéressante. À partir des infinitives, vous nous transmettez des connaissances de façon très, très précise, très dynamique et très facile à assimiler. Et Michel Serres aussi, dans son Histoire des sciences, dans l'introduction de son livre, il donne toute une liste aussi d'infinitives pour répondre à cette question de comment on transmet la connaissance. J'aimerais, vous permettez, que dans vos prochains livres, vous nous développez cette méthode d'enseignement pour essayer de la pratiquer, de la transmettre aussi. Merci. Bon, merci monsieur, c'est ce que j'essaye de faire et je vous remercie de cette comparaison avec mon ami Michel, avec qui j'ai eu 40 ans de dialogue et sur lequel l'éducation était au cœur de nos réflexions depuis les années 70. C'était son obsession. Je crois que l'éducation, c'est d'abord développer la curiosité et l'agnac. Je crois que le QI, ça n'existe pas. Je crois qu'il n'y a pas de personne n'est plus intelligent qu'un autre. On réussit ses études par le travail et seulement par le travail. Et pour réussir par le travail, il faut avoir la foi dans le travail, donc le sentiment que ça va servir à quelque chose. Et il faut avoir ce qu'on appelle l'agnac. En anglais, ça s'appelle le grit. Il y a beaucoup de travaux qui ont été faits là-dessus. Et je pense que c'est ça qu'il faut développer. Ça passe par le développement de la curiosité, de l'enthousiasme, d'avoir des bons enseignants qui vous le donnent, de mettre à disposition le maximum de connaissances possibles pour que chacun y trouve du plaisir. Ça passe très largement par une formation des maîtres en leur donnant beaucoup plus de moyens. D'ailleurs, le modèle finlandais fait que les enseignants ont un statut social très élevé dans la société qui fait que ils sont davantage écoutés. C'est vraiment une attitude complètement différente à l'égard du savoir. Okay, encore une question. Je vais faire en sorte de réfléchir à votre suggestion d'un prochain livre. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Merci Monsieur Attali pour le temps que vous prenez pour cette conférence. Ma question, elle porte sur les ordres de grandeur de temps et donc de moyens qu'on y associe. Vous avez parlé de la crise climatique avec une projection immédiate de l'ordre de 30 ans, si je vous ai bien suivi, et en parallèle, des problèmes qui sont liés à l'éducation, qui sont évidemment des problèmes consubstantiellement dans le temps long, parce qu'on ne peut pas concevoir l'éducation des individus dans le temps court. Ma question, c'est donc la suivante. Si on doit avoir une partie des activités économiques qui doivent décroître d'une façon extrêmement importante en un temps très court, tout en ayant d'autres activités qui doivent croître en un temps
du même ordre de grandeur, mais qui sont impliqués sur des ordres de grandeur plus longs, qui sont consubstantiels des temps plus longs, comment est-ce qu'on fait ce couplage entre des choses qui fonctionnent sur des modes radicalement différents? Vous avez raison. Il y a des choses qui, en matière d'éducation, ont un impact très rapide. Même si on ne forme pas un ingénieur en autre chose que 20 ans. Mais il y a des impacts en matière d'éducation très rapides si on crée les conditions d'une éducation primaire de qualité pour tout le monde. Par exemple, si on développe le fait de faire 1 heure de sport par jour, j'espère que vous faites tous 1 heure de sport par jour, mais 1 heure de sport par jour, si tout le monde le fait, ça change tout. Faire 1 heure de musique par jour aussi, moi j'ai fait 1 heure de sport et 1 heure de musique tous les jours, ça change tout. Ça, c'est des choses qui ont un impact extraordinairement rapide. Développer l'enseignement par projet, ça peut aussi avoir un impact extrêmement rapide. Mais vous avez raison, on ne formera pas les compétences dont on a besoin très rapidement. Sinon que ce qui est en train d'arriver en termes de technologie, par exemple l'intelligence artificielle, qui va permettre de compresser un certain nombre de savoirs dans des données externes et qu'on n'aura pas plus besoin de savoir. Il y a beaucoup d'expériences qu'il fallait accumuler et que l'intelligence artificielle peut déjà traiter et mettre à disposition. Donc je pense que le temps nécessaire de formation qui sera une formation tout au long de la vie et pas seulement une formation initiale, va pouvoir le temps nécessaire pour avoir un impact par l'éducation va se réduire. De même en matière de santé, l'impact peut être plus rapide. Donc, ça ne doit pas être une justification pour penser que c'est bancal. En plus, le développement des secteurs de l'eau, du recyclage, de l'économie circulaire, des énergies renouvelables, a lui un impact extrêmement rapide. Maintenant, il faut quand même créer les conditions pour que la collectivité ait envie de le faire. Soit on peut avoir envie de le faire parce que le marché l'impose, et ce ne sera pas le cas, le marché n'imposera pas une mutation de l'économie de la vie vers l'économie de la mort, il n'y a que l'État qui peut le faire. L'économie de la vie, la mort vers l'économie de la vie, bien sûr. Mais vous avez raison, il y a un décalage encore temporel, mais qui est en train de se réduire avec l'évolution technique. Très bien, merci. Nous passons à la deuxième séquence de notre débat qui est consacrée à la crise climatique. Voilà, donc nous prenons vos questions. Ok, la question arrive. Alors justement, merci pour votre intervention. Comment concilier, disons, des mesures certainement de plus en plus drastiques pour contrer cette économie de la mort, entre autres, qui nous mène, si j'ai bien compris, à la catastrophe, et démocratie, cependant, parce que la carotte, ça ne marche pas tellement, mais le bâton, et comment concilier ça avec un état de démocratie? Alors, je pense que cette question, il faut la garder pour la troisième séquence, qui est sur la gouvernance mondiale. Là, c'est sur la crise climatique. Donc, on va prendre la question suivante qui était là, je crois. Oui. On la garde pour tout à l'heure. Merci beaucoup, M. Attali, sur cette vision d'ensemble que, malheureusement, je pense que nous partageons, malheureusement. J'ai juste une question sur, justement, la crise qui est générée par toutes ces activités d'économie de la mort. Comment est-ce qu'on peut imaginer, par exemple, tout ce qui est investissement dans tout ce qui est pétrole, où les banques sont aujourd'hui avec des quantités d'investissement très importantes, comment faire basculer très vite cette économie qui en est dépendante vers l'économie de la vie, sur le fait que le temps disponible est extrêmement court pour pouvoir agir de manière réaliste. Là encore, je crois que ça appartient à l'État, et si possible à un État
ayant une influence mondiale. Donc c'est pour ça que je crois que l'Europe est le bon niveau. Mais même au niveau de la France, il n'est pas normal qu'une entreprise française qui s'appelle Total, qui est encore française par son nom, par son origine, par une partie assez faible de son actionnariat, soit laissée ayant le droit de réduire ses activités en énergie renouvelable et de continuer à développer ses activités en énergie fossile. Et Monsieur Pouyanné a expliqué honnêtement dans une récente réunion avec quelques écologistes qui ne pouvaient pas faire autrement parce que c'était le plus rentable pour ses actionnaires et qu'ils n'avaient pas de raison de faire autrement quand les autres le font. Ben non. Je pense qu'il appartient à l'État de poser des règles très rigoureuses et de dire on ne le fait pas. Prenez l'exemple d'autres exemples. Les armateurs disent on ne peut pas faire autrement qu'utiliser des bateaux polluants parce que ça coûte beaucoup moins cher d'avoir des bateaux polluants avec des équipages qui ne répondent pas à aucune norme de droit social, ça nous coûte moins cher et sinon on est battu en brèche par nos concurrents. Ben non, il suffirait que les Européens disent tout bateau qui n'utilise pas de carburant durable et dont les équipages ne sont pas tenus à voir appliquer la protection sociale européenne, ces bateaux n'ont pas accès au port européen, point. Ça changerait immédiatement, ces bateaux seraient abandonnés. Donc il y a toute une série de batailles réglementaires, fiscales à mettre en place. Et quand on dit, ça veut dire qu'on abandonne aux Chinois et aux Indiens la pollution, oui, on l'abandonne et on crée un modèle différent. Et je suis convaincu que les Indiens et les Chinois vont aller très vite dans cette direction, peut-être même plus vite que nous, parce qu'ils sont en train de comprendre que l'argument qui consiste à dire, que j'ai entendu encore il n'y a pas longtemps d'amis indiens, c'est vous qui avez pollué, donc c'est à vous à régler le problème, et laissez-nous nous faire ce que vous avez fait, c'est un argument aussi stupide que de dire vous avez créé les conditions de suicide de l'humanité, laissez-nous continuer à en faire autant. C'est absurde, c'est simplement absurde. Et je pense que ces pays vont comprendre, peut-être plus vite que nous, qu'il faut faire un court-circuit et ne pas aller dans cette direction. On le voit les Chinois le faire, les Indiens moins, mais évidemment, quand on voit les Allemands redévelopper l'industrie du charbon, les Polonais en faire autant, on peut un peu désespérer. C'est pourquoi les élections prochaines européennes sont si importantes. Je rêve d'un parti dont le programme serait l'économie de la vie, tant par la réglementation que par l'activité des grandes institutions bancaires et financières européennes. Des questions, oui. Merci, Monsieur Attali. Économie de la vie, économie de la mort. Quelquefois, c'est ambigu. Que pensez-vous de l'énergie atomique? Je pense que c'est une énergie durable et qui a un avantage très important par rapport à la question climatique, c'est que ça n'émet pas de gaz à effet de serre. Le seul problème majeur de l'énergie nucléaire, c'est la gestion des déchets, qui pour l'instant est sous contrôle et avec des obligations de sécurité considérables. Mais dans la mesure où tout ce que je vous ai dit jusqu'à présent montre que l'urgence absolue, c'est la réduction des émissions de gaz à effet de serre, l'augmentation des mécanismes de captation, la réduction de l'impact sur la mer, qui est un lieu de captation de gaz à effet de serre qui est en train de ne plus l'être en raison des émissions excessives. La priorité absolue, c'est de ne plus émettre autant que possible de gaz à effet de serre. Et donc, de ce point de vue, l'énergie nucléaire est clairement dans le secteur de l'économie de la vie. Bonsoir, Monsieur Attali. Merci. Vous avez dit tout à l'heure que les industries de la mort étaient beaucoup plus rentables que les industries de la vie. Et il y a une raison simple à cela, il me semble, c'est que, par définition, elles ne prennent pas en compte les externalités négatives qu'elles génèrent. Donc il y a un problème de comptabilité, un problème de résultat et un problème donc d'analyse économique de leur activité qui pose peut-être
le problème de l'enseignement de l'économie. Donc, je reviens peut-être un peu en arrière sur le sujet de l'enseignement tout à l'heure. Est-ce que il ne faudrait pas revoir complètement la façon dont on enseigne l'économie et en particulier faire une place plus grande aux économistes hétérodoxes qui ont été complètement laminés ces dernières années, alors que tout le monde se rend compte que le PIB et des notions comme celle-là ne sont plus suffisantes pour décrire le fonctionnement de l'économie mondiale. Vous avez raison, c'est certainement un problème théorique très important, c'est aussi un problème pratique, on n'en est plus là, puisque maintenant on sait tout ça, on a même dépassé le stade de la réflexion et on en est au stade de la comptabilité. Le PIB a été mis en place dans les années 1920, aujourd'hui on sait tenir compte et on commence à demander aux entreprises de tenir compte de leur impact écologique. C'est ce qu'on appelle le scope 1, scope 2, scope 3, c'est-à-dire tenir compte de leur impact direct, indirect, de l'impact de leurs clients et de leurs fournisseurs. Et donc, on commence à exiger des entreprises qu'elles donnent l'impact en termes de gaz à effet de serre de l'ensemble de leur géographie. Malheureusement, pour l'instant, cette mesure n'a pas de conséquences financières et ça pourrait en avoir, on en est encore loin. Il y a des tentatives de mettre en place ce qu'on appelle une comptabilité extra-financière qui devrait normalement s'imposer à partir de 2025 selon l'un ou l'autre des deux mécanismes, un européen, un américain, qui d'ailleurs l'américain étant curieusement développé par des Européens en Allemagne. Mais les Américains sont bien décidés à pas appliquer le mécanisme qu'ils appellent américain. Donc, la clé sera non seulement d'avoir une comptabilité de l'impact écologique de l'économie de la mort, mais d'avoir une vraie prise en compte. Non seulement on le mesure, mais on arrive à l'interdire ou à le taxer. On en est loin. Dernière question, je vais la poser moi-même. Ces jours-ci, nous avons pu lire dans un article du journal Le Monde qu'un collectif de scientifiques appelait à lancer un projet Manhattan de la transition écologique, en référence au projet Manhattan de la Seconde Guerre mondiale, en soulignant en fait que pour se passer des énergies fossiles, il faut une transformation profonde de nos outils technologiques et industriels. Et en faisant le constat qu'à peu près la moitié de ces outils, aujourd'hui, n'ont pas le niveau de maturité suffisant, comme par exemple les batteries au sodium ou l'électrolyse de l'eau salée pour produire de l'hydrogène. Donc l'idée est donc de coupler des avancées scientifiques rapides à des transformations industrielles massives. Ma question, elle est, que pensez-vous de cette proposition? Oui, bien sûr, je suis entièrement d'accord avec ça. Ça s'inscrit dans ce que j'appelle l'économie de guerre pour l'économie de la vie. Alors, il y en a quelques petits signes. Le projet ITER, qui est un des rares projets vraiment planétaires qui travaille sur l'hypothèse d'une capacité à découvrir une énergie de fusion et non pas une énergie de fission. Mais malheureusement, on pense que le prototype ne sera pas prêt avant 2050, donc il ne sera pas adapté. Mais oui, un projet Manhattan de l'économie de la vie me paraît absolument fondamental, très urgent. On commence à voir apparaître quelques projets de cette ampleur. Au dernier G20, on a commencé à parler, mais d'une façon crédible, du remplacement des bateaux qui vont de Chine vers l'Europe, qui représentent à peu près 3% de gaz à effet de serre planétaire, en tout cas tout le commerce maritime, par des trains qui viendraient de Chine et d'Inde vers l'Europe en passant par le Moyen-Orient. Le projet commence, il va falloir 30 ans pour le faire. C'est des projets d'une telle ampleur. Et vous avez raison, c'est d'abord dans les projets d'une production massive d'énergie sous forme d'énergie non fossile que se situe le cœur du problème. Et tant que les Américains continueront à être cyniques, dirigés par des gens qui sont entièrement entre les lobbies de l'énergie fossile, démocrates et républicains, on n'ira pas loin. Ça laisse une chance aux Européens qui, nous, n'avons pas d'énergie fossile
Et donc, nous avons toutes les raisons de développer les autres énergies. Je propose de passer au troisième thème, qui est celui de la gouvernance mondiale, que vous avez déjà évoqué. Il y avait une question là. Est-ce que vous pouvez la reprendre, s'il vous plaît? Très rapidement, c'était comment concilier mesures autoritaires drastiques, parce que je ne sais pas si la carotte marche vraiment, pour réduire individuellement nos émissions de gaz à effet de serre. Est-ce qu'on va s'arrêter, par exemple, de prendre l'avion ou bien notre voiture, et comment concilier donc des mesures de plus en plus autoritaires et cependant un état de démocratie? D'abord, la dictature marche moins bien que la démocratie. On l'a vu avec la gestion désastreuse du Covid par les Chinois, comparée à la gestion beaucoup plus efficace du même Covid par les Coréens du Sud. Et on en a plein d'autres exemples où la dictature marche mal. Je vais prendre aussi l'exemple de la Russie pour voir comment c'est une catastrophe. Si vous prenez les pays les plus développés du monde, mis à part les pays ayant des ressources naturelles qui créent une croissance plus ou moins artificielle, la réussite économique vient avec la liberté. Point. Donc la démocratie est le meilleur des systèmes. Maintenant, il faudrait compléter cette démocratie par une démocratie qui donne le droit de vote aux générations futures. On en est loin. Et je pense que ça s'appelle avoir des hommes d'État. Démocratie ou dictature, pour l'instant, on n'a pas ni dans les uns ni dans les autres d'hommes d'État capables de penser cet enjeu. Il me semble que les prochaines élections européennes sont l'occasion, puisque le Parlement européen est certainement l'institution planétaire la plus avancée dans la prise en compte des enjeux climatiques. La Banque européenne d'investissement, qui est la plus grande banque publique du monde, est la plus avancée en matière de prise en compte des priorités climatiques. Nous avons tous les moyens en Europe. Nous avons une banque centrale qui, elle aussi, sans être vraiment en ligne avec son propre mandat, a donné une priorité aux investissements de nature climatique. On a une commission la commission actuelle, qui est très orientée dans cette direction. Si on avait un gouvernement français et allemand, mais ni l'un ni l'autre n'y sont prêts pour l'instant, qui vraiment faisait de l'économie de la vie une priorité, nous avons une banque publique qui s'appelle la Banque publique d'investissement, la BPI, qui devrait être la banque de l'économie de la vie. C'est une banque qui réussit très bien et qui est très consciente de ces enjeux. On pourrait imaginer que ça soit ainsi de la même façon très efficacement quelque chose de très possible pour l'Europe de le faire sans avoir besoin de penser à une dictature. Maintenant, c'est vrai qu'il y a des moyens à compenser. Je pense qu'en particulier, il est évident qu'il y a des tas de gens qui ne peuvent pas ne pas prendre leur voiture pour aider à créer les conditions que leur voiture devienne électrique le plus vite possible. Tout ça s'invente si on veut le faire. On l'a vu en période de guerre, on a vu combien on est capable de créer les conditions d'une vaccination efficace. Une question? Alors moi j'en ai une. Vous avez l'oreille d'un certain nombre de dirigeants. Et donc, vos idées, c'est bien de les exprimer au GREP et on vous en remercie, évidemment. Mais là où elles pourront être les plus efficaces, c'est dans l'oreille d'un certain nombre de dirigeants. Y a-t-il des dirigeants à qui vous arrivez à parler, qui vous écoutent et qui acceptent ce genre d'idées? Contrairement à ce qu'on raconte, je n'ai aucune influence sur les dirigeants. Le seul dirigeant avec qui j'ai eu une connivence et une capacité d'influer, c'était François Mitterrand, et ça a duré 8 ans dans l'opposition et 10 ans à l'exercice du pouvoir. Ensuite, un ami pour qui je n'ai jamais voté m'a demandé de présider une commission bipartisane, c'était Nicolas Sarkozy, et nous avons fait des propositions unanimes qui ont réuni l'accord des représentants de la CGT, de la CFDT, du patronat, et qui étaient des réformes auxquelles je suis très fier, mais qui n'ont été appliquées qu'à l'ordre d'un tiers, souvent d'ailleurs que la partie la plus libérale et pas les parties les plus progressives que contenait ce rapport. Et ensuite, je n'ai aucune influence. Il se trouve que les deux présidents suivants
Ce sont des gens que je connais bien et qui l'un et l'autre avaient été mon assistant. Mais premièrement, ils auraient été présidents de la République même s'ils ne m'avaient pas rencontré, l'un et l'autre. Et deux, je n'ai jamais eu la moindre influence sur eux. Ok. Question locale. Comme on est sur la partie de gouvernance, je vais prendre ce prisme-là, mais en fait, j'aurais pu aussi partir du prisme éducation. Vous disiez tout à l'heure, j'en ai été un peu surpris, vous excluiez d'entrée de jeu le fait de repenser le mode de production et les rapports sociaux de production capitalistes, en disant que de toute façon, qu'on passe à une gestion différente ou pas, ça ne règle pas la question des activités qui sont faites. Ok, soit. Mais dans ce cas, si on ne pense pas, si on estime que une appropriation démocratique de ces enjeux-là est important, pour les générations qui sont déjà là, et je pense notamment à la mienne, qui est entre 20 et 30 ans, nous n'avons pas aujourd'hui le pouvoir économique, nous n'avons pas aujourd'hui le pouvoir politique, parce que soit nous ne votons pas, soit nous n'avons pas les leviers dans la sphère de production. De fait, euh, le, l'obligation à la production pour atteindre la dignité de notre reproduction matérielle, c'est une fantastique organisation dictatoriale de notre temps de vie. Du coup, si vous estimez que le mode de production capitaliste n'est pas le problème, comment est-ce que vous faites en sorte, dans votre logiciel de pensée, comment vous renversez, quelle solution vous proposez pour renverser le rapport de domination pour prendre des décisions qui soient du coup plus horizontales et permettre de répondre à ce problème que nous rencontrons aujourd'hui et que pas mal de chercheurs nomment aujourd'hui l'anthropocène. Oui, je comprends et je partage votre inquiétude. Ce que j'ai dit, c'est que le système de production capitaliste est un système qui produit des richesses avec une appropriation privée des moyens de production. Privée entre des mains privées ou privée entre des mains étatiques. Ce qu'on constate, c'est que ça change rien. Malheureusement, l'expérience a montré que ça change rien ou pas grand-chose. Et moi-même été très fier de participer à des expériences de nationalisation qui ont permis de sauver des entreprises, mais ça n'a pas changé la nature du mode de production. C'était des entreprises dans lesquelles il y avait des salariés et des détenteurs du capital qui étaient soit des personnes privées, soit l'État, qui devaient en même temps faire des profits pour que l'entreprise survive. Donc, nous n'avons pas, pour l'instant, imaginé d'autres moyens de répartir les biens rares que le marché. Nous n'avons pas des moyens individuels rares que le marché. Le marché est le seul mécanisme que nous connaissons, mis à part le troc, de répartition des biens privés rares. Donc, l'important, c'est que ce domaine soit orienté d'une façon à produire des biens privés rares qui soient des biens de l'économie de la vie et pas des biens de l'économie de la mort, que la décision qui soit prise soit la plus légitime possible. Est-ce que c'est par l'appropriation par l'État ou est-ce que c'est par l'association des salariés de l'entreprise au capital? Je pense que la participation des salariés au capital est la bonne façon de faire et qu'il faudrait donner beaucoup plus de pouvoir aux salariés dans les conseils d'administration, dans la répartition du capital. Mais il n'y a pas de raison que les profits ne soient accordés qu'aux actionnaires actuels et que les salariés ne soient pas aussi davantage des actionnaires et donc membres du conseil d'administration et capables de participer aux décisions. C'est ça là où il y a le curseur. Mais ça reste un mode de production matériel. Nous n'avons pas pour l'instant pu imaginer d'autres modes de répartition de la rareté que le marché et que le marché soit possédé, que sur le marché des acteurs publics ou privés n'y change rien, sauf si les organes de direction soient composés autrement qu'ils le sont actuellement entre le capital et le travail. Donc plus de participation des salariés au capital, à la gestion des profits et, si possible, plus de prise en compte par le biais de la loi et du règlement de l'intérêt des générations futures dans les décisions de ces différents organes.
Nous avons une question à distance de Max Lafontaine. Donc, nous la prenons maintenant. Vous m'entendez? Très bien, monsieur. Oui, bon, merci, monsieur Attali, pour cette conférence qui est extrêmement vaste. Et là, moi, je voulais juste vous poser une question par rapport à des lectures pas très bien comprises sur le rebond des BRICS. En géopolitique, et vous, quand même, vous êtes un homme versé en géopolitique, est-ce qu'on est en train de ravaler, de faire les habits neufs, si vous voulez, de l'anti-impérialisme? Est-ce qu'on assiste à une nouvelle réactualisation du tiers-mondisme? La réponse est oui. Ce qu'on appelle en anglais Global South, le Sud global, c'est un autre nom de ce qu'on appelait le mouvement des 77, le groupe des non-alignés, le tiers-monde. C'est un autre nom et qui a certains inconvénients parce qu'il mélange dans ce groupe, le Global South, des démocraties et des dictatures. Et ce qu'on a vu à la réunion du G20 récente était assez inquiétant parce qu'on a vu les démocraties du Sud choisir entre la solidarité avec les démocraties du Nord et la solidarité avec la dictature du Sud, de choisir une solidarité avec les dictatures du Sud. Et donc on a une alliance de l'ensemble des pays du Sud contre les démocraties du Nord, je dirais même contre la démocratie étant assimilée à un concept colonial. Donc je pense qu'en effet, il est très important de réhabiliter le concept de démocratie, de l'approfondir, de l'élargir, de montrer que la démocratie n'est pas un concept colonial, que la démocratie c'est la palabre, c'est la discussion libre, c'est la libre et sans peur qu'on trouvait. Il y a d'ailleurs des écrivains qui ont montré que cette forme de démocratie trouve sa source dans l'Afrique la plus ancienne ou dans l'Inde la plus ancienne. Il y a un économiste indien qui a eu le prix Nobel, Amartya Sen, sur ce concept de l'origine indienne de la démocratie. Donc de montrer que la démocratie, c'est-à-dire la prise de décision sans peur par des gens libres de coopérer dans la discussion, est un concept qui n'a rien d'occidental et qui est certainement le moins mauvais système de gouvernement. Mais pour l'instant, on voit plutôt une alliance liée à la première question que j'évoquais, c'est-à-dire l'extraordinaire aggravation des inégalités, de ce sentiment d'aliénation, ce que l'interlocuteur précédent évoquait en disant que sa génération des 20-30 ans n'ont pas le sentiment d'avoir la moindre chance d'avoir accès au pouvoir sur leur propre vie, c'est que je ressens profondément. Chacun d'entre nous, même ceux qui sont les moins mal placés, nous n'avons aucun pouvoir sur notre vie. Nous sommes entraînés par un destin qui nous échappe. C'est ça la priorité de ce qu'il faut reprendre. Et donc la démocratie est le moins mauvais des systèmes pour ça. C'est à moi maintenant, monsieur Attali, de vous poser des questions, à la fois sur Jacques Attali, l'intellectuel, et Jacques Attali, l'homme. Alors, c'est un exercice un peu difficile que j'ose à peine faire, mais on avait envie de vous poser un certain nombre de questions. Je vous propose de choisir librement celles auxquelles vous allez répondre et d'oublier les autres. Alors, je commence par l'intellectuel. Qu'est-ce qu'un intellectuel pour vous? Est-ce que vous pensez que vous faites partie de cette confrérie? Vous avez été un grand témoin quand vous avez écrit, par exemple, Verbatim, et vous avez été aussi une sorte de vigie dans une posture plus prédictive quand vous avez écrit le monde mode d'emploi. Alors, je voudrais savoir quel rôle vous vous reconnaissez. Et, je vous remercie. Je déteste, disons, je suis mal à l'aise dans les exercices narcissiques ou personnels, mais je vais quand même m'y plier puisque vous avez la gentillesse de me poser ces questions. Oui, je me revendique comme un intellectuel et j'ai toujours refusé d'être un homme politique professionnel. J'ai refusé d'être candidat à la députation, même si c'est un métier parfaitement respectable. J'ai refusé un poste important dans un parti politique. J'ai refusé un poste de ministre à plusieurs reprises. Et parce que j'estime que ce sont des métiers absolument magnifiques, mais qui ne sont pas faits pour moi. Je me sens plus à l'aise dans la liberté de penser, de changer d'avis, de penser que quelque chose que j'apprends
de quelqu'un qui pense pas comme moi peut me convaincre, ce qui est très difficile à admettre pour un homme politique. Donc je veux cette liberté et je pense qu'elle est un outil non seulement pour moi, mais pour d'autres, que de savoir qu'il y a quelqu'un et qu'il y a des gens qui pensent d'une façon libre, qui ne sont pas enfermés dans des dogmes absolument irréversiblement stables. Voilà, ça c'est mon mode de pensée. Je suis un intellectuel libre, je ne dépends de personne, j'ai besoin de personne pour faire carrière. J'ai beaucoup dit non dans ma vie à ceux qui voulaient me proposer des choses, mais en même temps, je ne suis pas qu'un intellectuel, parce que je pense qu'un intellectuel qui n'agit pas trahit, puisqu'il pense, mais il ne fait rien pour faire en sorte que ses idées soient appliquées, et quelqu'un qui agit sans penser est manipulé par des intellectuels qui pensent à sa place. Donc j'essaye d'être sur les deux terrains, c'est pour ça que j'ai eu, comme vous l'avez dit tout à l'heure, être à l'initiative de créer des organisations internationales, que j'ai eu le privilège de pouvoir être le collaborateur d'un grand président de la République et collaborateur au premier niveau, tout proche de lui, tant dans l'opposition qu'au pouvoir, et que ça correspond tout à fait à ma conception de ce que je peux faire d'utile. Et ne pas me laisser enfermer ni dans un métier d'intellectuel, ni dans un métier d'homme d'action, faire les deux, et même beaucoup d'autres choses, puisque, comme vous l'avez dit tout à l'heure, j'écris des romans, je fais de la musique, j'essaye de penser le monde et d'agir d'une façon aussi complète que possible. Donc intellectuel, oui, mais pas seulement ça. D'accord. Je ne sais pas si vous allez choisir de répondre à cette question, mais je vous la pose. Vous avez été repéré par François Mitterrand quand vous aviez 30 ans. Vous avez vous-même repéré pour vous assister François Hollande, Ségolène Royal. Alors, dans la France d'aujourd'hui, qui vous paraît avoir une dimension politique remarquable? J'ai eu la chance, non pas d'être repéré par François Mitterrand, mais c'est moi qui l'ai repéré. Et c'est moi qui ai vraiment frappé à sa porte pour qu'il me prenne avec lui. Et j'ai eu la chance, en effet, qu'il me choisisse pour diriger sa campagne. J'avais 30 ans, j'ai dirigé sa campagne de 74, et puis ensuite je l'ai accompagné. Le hasard a mis sur ma route François et Ségolène, puis Emmanuel Macron, puis Laurent Fabius, avant encore Laurent Fabius et quelques autres, et plus récemment encore Édouard Philippe, que j'ai recommandé à Emmanuel Macron pour faire son Premier ministre. Vous voyez, j'ai recommandé des gens qui ne sont pas de mon camp politique à des gens qui ne sont pas de mon camp politique, mais parce que je repérais des talents. Aujourd'hui, j'ai été surpris il y a quelques semaines qu'un jeune homme, jeune assistant professeur à Londres, vienne me demander conseil. Il avait le choix entre entrer à l'Élysée comme conseiller économique de haut niveau ou partir comme professeur à MIT. Je pense qu'il y a 20 ans, je lui aurais dit, évidemment, aller à l'Élysée, c'est une grande carrière qui s'ouvre devant vous. Je lui ai conseillé de partir à MIT. Je ne sais pas s'il l'a fait d'ailleurs, je ne connais pas son choix final. Je pense que la politique n'est plus aujourd'hui, en France en tout cas, je dirais pas la même chose à Bruxelles ou dans les grandes instances internationales, ni un lieu d'influence ni de pouvoir. Ça va trop vite. Les échéances sont trop brèves. La réduction du mandat du président à 5 ans est une catastrophe. Beaucoup de choses qui sont très positives, comme la décentralisation, la construction européenne, ont réduit à presque rien le pouvoir présidentiel. Je pense que nous sommes là à Toulouse, un président de région ou une présidente de région a beaucoup plus d'influence concrète sur la vie des gens qu'un ministre de passage parce qu'elle a du temps ou il a du temps devant lui. Un maire de même a du temps devant lui. Donc, oui, j'ai repéré des gens. J'ai la chance d'avoir beaucoup de gens autour de moi. Je vais réunir lundi à Paris, à l'Assemblée nationale, un très grand groupe qui va commencer à constituer une réflexion sur un programme présidentiel pour 2027. Nous allons y travailler pendant 4 ans maintenant. Ça commence lundi, ça sera sur les réseaux. Je réunis un nouveau groupe de jeunes pour y parvenir. Il y a parmi eux des gens exceptionnels, essentiellement des filles d'ailleurs, et ça se trouve comme ça, de 25, 30 ans, 35 ans. Il y en a beaucoup. J'en vois 3 ou 4 qui pourraient le faire, mais je ne suis pas sûr que ça sera le plus passionnant pour elles et le plus efficace que de faire de la politique. Alors, vous êtes mélomane, mais d'autres philosophes le sont aussi, comme par exemple Francis Wolff, que nous avons reçu au GREP et qui a écrit Pourquoi la musique. Mais vous allez jusqu'à diriger un orchestre. Est-ce que vous pouvez nous dire ce que ça vous apporte?
Un de mes premiers livres, c'est Bruit, une histoire de la musique où je montre que la musique est prophétique des mutations sociales. J'ai été un très mauvais pianiste et en effet, il y a 20 ans, on m'a proposé de diriger des orchestres et c'est la chose la plus difficile au monde. Donc si j'ai tenté de le faire, c'est parce que c'est très difficile pour moi. C'est très difficile parce que j'ai pas l'oreille absolue, je suis très maladroit, mais je le fais depuis 20 ans. Je vais diriger dans quelques semaines à Grenoble un grand orchestre et on va interpréter la 9e symphonie de Schubert et d'autres œuvres de Tchaïkovski et d'autres. C'est jubilatoire. C'est très difficile pour moi. Euh, c'est un des rares plaisirs égoïstes que je me reconnais. En plus, je tourne le dos au public, c'est formidable. Et ça crée une. D'abord, c'est une difficulté extrême à aborder, bien comprendre les partitions, travailler avec l'orchestre et le représenter. C'est un moment d'intense difficulté et d'intense plaisir. Je le fais dans le monde entier quand on m'invite. Et je le ressens aussi, si j'avais à théoriser, comme un moment où je ressens que le pire n'est pas certain. Pourquoi collectionnez-vous des sabliers? Alors, les collections, c'est un peu le hasard. On m'a offert un sablier, j'en ai acheté un deuxième, c'est venu un troisième, et puis il y en a beaucoup qui se sont installés autour de moi. Euh, je peux théoriser, j'ai écrit une histoire du temps. Ben, le temps, c'est la denrée la plus rare, le temps, c'est le concept le moins facile à définir. Ça a un début, ça n'a pas de début, ça a une fin, ça n'a pas de fin. Et le sablier lui-même, c'est le plus ancien instrument de mesure du temps. Il est fait que de sable, parce que le verre, c'est du sable et le sable, c'est du sable. Donc, ça renvoie à la permanence à l'importance du temps, la brièveté de notre vie, l'urgence de faire les choses pour être certain qu'on va les faire et qu'on a conscience de ce qu'il faut aller vite parce qu'on n'a pas beaucoup de temps pour le faire. Euh, donc voilà, c'est tout ça à la fois. Mais le collectionneur, c'est c'est quelque chose, c'est quelqu'un vous voyez, j'ai changé mon écran film derrière moi, vous voyez une partie de ma collection de sabliers. Alors, Euh, pour reprendre votre vocabulaire, euh, quelle urgence vous a fait arriver jusqu'à nous? Jusqu'à vous? Oui, jusqu'à nous, jusqu'au greffe ce soir. Euh, J'étais sensible à votre invitation. Vous auriez certainement mieux à faire de passer un samedi autrement qu'avec moi. Et toute occasion pour moi de parler avec des gens respectueux et respectables, je le prends. Et si je peux être utile un peu à votre réflexion, j'ai toujours pensé, et ça résume vraiment ce que je pense, même si ça peut paraître excessivement humble, mais je le pense vraiment, j'ai toujours pensé que c'était un immense privilège que de pouvoir être utile. C'est un immense privilège que de pouvoir être utile. Et si le fait que j'ai réfléchi beaucoup sur beaucoup de sujets et que je l'ai mis ensuite en forme dans des livres peut vous être utile, eh bien c'est moi qui en suis très heureux, c'est moi qui vous en remercie. On a fini, je crois, il vaut mieux finir un peu avant qu'un peu après. Éventuellement, j'ai une dernière question. Le privilège de l'organisateur. Le mercredi 18 octobre, le GREP organise à l'ENSET une table ronde intitulée Grandes écoles contestées bifurquées, où nous avons invité 4 jeunes diplômés de Polytechnique, d'AgroParisTech, d'AgroPurpan, de Supaéro, qui ont fait le choix de ne pas faire carrière et de bifurquer pour 3 d'entre eux vers l'agriculture et l'accueil de personnes en difficulté. Ça, c'est pour la publicité pour le GREP. Vous avez déclaré à France Inter, dans l'émission qui s'intitule Bistroscopie, excusez-moi, Bistroscopie de Charline Vanhoenacker, que si vous aviez aujourd'hui 20 ans, vous feriez des choix
plus radicaux que ceux que vous avez faits quand vous aviez 20 ans. Ma question, c'est que pensez-vous de ces jeunes et des choix qu'ils font? Moi, j'ai fait des choix pas radicaux du tout, puisque j'ai choisi de suivre ce que mes efforts me permettaient d'avoir, mais j'ai fait des choix radicaux au sens où j'ai pas pris la voie qui m'était offerte naturellement, c'est-à-dire devenir ingénieur du corps des mines ou inspecteur des finances et de rentrer dans la gestion de l'appareil d'État. Ça, j'ai vraiment l'impression d'avoir fait un choix radical en essayant d'échapper à l'extraordinaire machine de l'État qui voulait me faire de moi un de ses rouages. Ben, aujourd'hui, c'est pareil. Alors, je pense que ces jeunes, si j'avais 20 ans, je serais révolutionnaire. Je suis pas sûr que je le ferais en abandonnant mes compétences. Je pense que je le ferais en utilisant mes compétences pour changer. C'est-à-dire, par exemple, en agriculture, il y a énormément de progrès techniques à faire pour mieux utiliser les phosphates, pour mieux utiliser le compost, qui suppose des compétences techniques exceptionnelles. Donc, je pense que quelqu'un qui a accumulé une série de compétences techniques doit plutôt mettre ses compétences techniques au service de l'économie de la vie que de partir dans une vie simple et impuissante, relativement, même si elle peut être exemplaire. Merci. Merci. Et donc, c'est le moment de clore ce débat. Je vous remercie pour le temps que vous nous avez accordé. Un grand merci à vous. Je regrette de ne pas être avec vous, mais peut-être à une autre occasion.